Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Fait que la musique, oui, elle m'a apporté beaucoup de frissons dans ma vie, puis entre autres, un dénommé Mark Hamilton. Mais c'est pas celui-là qu'on va parler. On va parler à Mark Hamilton, pas celui qui chantait comme J'ai toujours envie d'aimer, mais bien Mark Hamilton, président de l'Association des microbiologistes du Québec. Bonjour, M. Hamilton, je l'avais entendu 50 fois, je m'excuse. J'ai pas fini l'année comme il faut pour vous. C'est une belle introduction, écoutez, là, c'est parfait, c'est la musique à mes oreilles. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Espérons qu'elles allaient pouvoir nous rassurer, parce que quand on lit ça dans le journal, quand même, c'est difficile de ne pas être inquiet. On parle de cette super bactérie qui se répand en milieu hospitalier. Qu'en est-il? C'est une bactérie qui est pas inconnue dans le milieu hospitalier. Ça fait plus d'une dizaine d'années que plusieurs hôpitaux au Québec la recensent et font des statistiques. C'est une bactérie à Gram négative, productrice de carbapénémase. C'est une bactérie qui a réussi à développer plusieurs résistances, une multirésistance à des antibiotiques les plus usuellement utilisés pour les éliminer dans notre système. Et donc, ce nom incroyable que vous nous avez donné, je ne vous demanderai pas de le répéter. Moi, en tout cas, c'était énormément scientifique, mais en demeure pour moi, qu'est-ce que je retiens? C'est qu'elle résiste aux antibiotiques communs. Et ça, c'est très inquiétant au niveau de la santé publique, non? Ben absolument, parce que généralement, ces bactéries-là, c'est des bactéries que vous et moi, probablement, c'est dans notre tube digestif, dans notre système digestif, c'est des bactéries vraiment, je peux vous donner des noms comme Escherichia coli, des citrobactères, des Klebsiella, c'est des bactéries qui, notre système immunitaire neutralise facilement. Mm-hmm. Le problème, c'est que lorsqu'on fait une mauvaise utilisation d'antibiotiques, parce que dans notre vie, on a toujours pris des antibiotiques pour soigner une oreille, une infection, tout genre, et à ce moment-là, ben ces bactéries-là ont une capacité de survivre dans des milieux hostiles, donc dans des milieux où est-ce que des antibiotiques pour les attaquer. Et il finit toujours par avoir, malheureusement, ce type de bactéries-là, une résistance, donc une génération nouvelle de bactéries qui va être capable de vivre en présence d'antibiotiques. Et le problème, c'est lorsque ces bactéries-là sont résistantes à plus d'un antibiotique, elles deviennent une super bactérie. Et c'est ça le problème, parce que bien souvent, les infections se multiplient très rapidement dans notre corps, donc on devient infecté rapidement. Et si on n'a pas le bon antibiotique, mais l'infection prend une ampleur indésirable qui peut emmener, bien souvent, pour des personnes immunodéprimées, des décès prématurés, qu'une antibiotique qui aurait fait l'affaire aura pu guérir cette personne-là dans 3 ou 4 jours. Et c'est ça qui inquiète la communauté scientifique, c'est de ne pas avoir le ou les antibiotiques nécessaires lorsqu'une super bactérie comme ça se déclare. Mais M. Hamilton, à titre de microbiologiste, une situation comme celle-là n'est pas... Est-ce qu'elle est unique? Est-ce que c'est la première fois qu'on se retrouve devant une bactérie qui résiste si facilement aux antibiotiques ou c'est déjà arrivé? On y est juste plus exposé. Malheureusement, ça arrive encore trop souvent. Je vais vous donner des exemples de bactéries auxquelles la communauté scientifique se pose même les mêmes questions. Prenez la gonorrhée, la fameuse gonorrhée, une ITSS très connue. Il y a de plus en plus de souches de gonorrhée qui ont la même problématique. Donc, on va traiter une ITSS avec un antibiotique connu et la gonorrhée passe au travers. Prenez juste au SAM. Les Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline, c'est un exemple de bactéries multirésistantes. Il y a des types de tuberculose aussi qui parfois, vous allez entendre parler il y a quelques années, où il y a une tuberculose qui arrive au Québec, qui est une super bactérie. Donc, c'est de plus en plus commun et c'est un phénomène qui est mondial. C'est pas juste au Québec qu'on entend parler de ces super bactéries-là, c'est un phénomène qui s'amplifie mondialement et qui deviennent, je dirais, aussi préoccupantes, si vous voulez, que lorsqu'on se posait des questions sur la pandémie de la COVID, on va devenir plutôt avec des super bactéries qui vont devenir dangereusement incontrôlables dans les prochaines années et ça ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, la bactérie qu'on parle aujourd'hui, la fameuse tive, c'est une parmi tant d'autres. Donc celle-là, on focus dessus présentement, mais c'est une problématique, puis c'est une maladie aussi qu'on appelle de type nosocomial. Donc c'est une bactérie qui, bien souvent, vont sont déjà dans un milieu hospitalier, sont déjà en séjour de traitement, et cette bactérie-là, bien souvent, va s'attraper en milieu hospitalier, au même titre qu'un Clostridium difficile, que vous entendez sûrement parler. La fameuse C difficile. Donc, c'est un même genre de bactérie qu'on appelle de type nosocomial qui s'attrape dans le milieu hospitalier lorsqu'on a un court séjour.
Donc, ultimement, faut pas non plus paniquer avec ça. Il faut faire confiance et soutenir nos scientifiques, notre personnel infirmier, nos administrateurs d'hôpitaux pour restreindre la possible étendue du spectre de ces bactéries-là. C'est ça qu'il faut les contenir, c'est ça? Il faut isoler les gens qui sont porteurs de cette bactérie-là pour éviter souvent la propagation en interne. Donc, les gens, le personnel infirmier qui va aller traiter cette personne-là, faut qu'elle ait une côté sanitaire, surtout les mains, éviter le partage d'objets que cette personne-là a manipulés dans d'autres personnes autour. Et le défi que nous avons au Canada de trouver des nouveaux antibiotiques est énorme, dans le sens que il existe des antibiotiques présentement pour éliminer cette bactérie-là, mais elle est en cours d'examen de Santé Canada. Ah. Et qu'est-ce qui arrive? Et c'est le défi des pharmaceutiques et de Santé Canada, c'est que bien souvent, ces antidotes-là, ces antibiotiques-là sont préalablement approuvés par la FDA américaine, la Food Drug Association aux États-Unis, qui, eux, est un peu le même semblant de Santé Canada. Donc, ils approuvent les nouveaux médicaments. Et aux États-Unis, il y a des antidotes qui existent à vente libre. Or, au Canada, c'est pas parce que la FDA a approuvé un nouvel antibiotique qu'il est en vente disponible en pharmacie. Il faut qu'il passe devant une panoplie d'études, donc refaire tous les essais de validation, qui peut durer jusqu'à 3 à 5 ans, pour un médicament qui est déjà utilisé chez nos voisins du Sud. Et le problème, ce qu'on a, c'est quand on arrive des superbactéries, il faut contacter l'agence publique, la Santé Canada, de dire ce médicament-là qui est en phase de recherche et développement au Canada, d'approbation, est-ce qu'on pourrait l'avoir exceptionnellement parce qu'il y a une petite pandémie de cette bactérie-là qui s'installe dans l'hôpital. Et à ce moment-là, ça prend des autorisations spéciales pour avoir cet antibiotique-là pour pouvoir traiter les gens qui sont malades en soins hospitaliers. Et c'est ce qui crée des délais, c'est ce qui crée aussi certaines craintes parce que plus on retarde à administrer les antibiotiques, plus la condition des personnes infectées empire. Ça vient donner un autre sens à l'expression qui dit quand les États-Unis ont le rhume, le Canada éternue. Ici, vraiment, c'est l'inverse. Cette distinction canadienne, moi, je suis pas contre l'idée d'avoir des autorités pour autoriser tel ou tel médicament qui soit distinct de celle des États-Unis, mais est-ce que si on a la souplesse, est-ce qu'on a cette souplesse auprès des autorités canadiennes de dire, là, on en a besoin, il y a une éclosion de cette bactérie-là, on a besoin d'importer des doses américaines. Est-ce qu'ils ont cette souplesse-là ou on est pogné dans le red tape, comme on dit, on est pogné dans les 12 travaux d'Astérix? Dans les mesures d'urgence comme ça, oui, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autres antidotes connus. Et là, oui, il y a des autorisations spéciales. On sait que Dr. Theresa Tam, qui est la directrice de santé publique au Canada, est au courant de la situation. C'est elle qui va créer, si on voulait, ou autoriser des demandes spéciales pour certains cas de figure connus. Et on réussit toujours à s'en tirer comme ça. Mais juste pour vous dire, c'est que le processus d'approbation au Canada est beaucoup plus fastidieuse que chez nos voisins du Sud pour l'exemple des antibiotiques. Et c'est pas seulement les antibiotiques, mais toute forme de nouvelles drogues, si vous voulez, passe dans un processus beaucoup plus laborieux. Je dirais les seules exemptions que nous avons eues à large spectre, rappelez-vous, dans le temps de la COVID, les fameux vaccins que nous avons eus dans un temps record, les vaccins là, de Pfizer, Moderna, donc on a encore, et eux ont défié toute concurrence, de sorte que on était en mesure d'urgence, il fallait absolument administrer des vaccins, et on a eu des permissions spéciales, donc on a rappelez-vous, à l'époque, on a fait en 6 mois ce qui habituellement prend de 5 à 10 ans à être approuvé. Donc oui, il y a des mesures spéciales comme ça, il peut y avoir certaines autorisations, mais oui, il y a une certaine souplesse, mais il reste que le processus est encore beaucoup plus long, du moins pour se procurer ces médicaments-là en pharmacie. Dr. Hamilton, concrètement, est-ce qu'une personne qui ressent le besoin d'aller dans un centre hospitalier, d'aller dans une urgence, devrait se garder une petite gêne compte tenu de la présence de certaines bactéries comme ça? Est-ce que c'est une occasion de faire preuve de peu plus de discernement relativement, puis je dis ça sans aucun jugement, là, mais si je ressentirais normalement le besoin d'aller à l'urgence pour un malaise X, est-ce que cette fois-ci, je devrais mettre un frein davantage pour ne pas être exposé à ce genre de truc, ou si c'est bien documenté et c'est connu et on est avisé au niveau du public? Le choix numéro 2. Autrement dit, les hôpitaux savent bien isoler, identifier. Il faut penser que
y a différentes raisons pourquoi on doit aller à l'urgence. Et on sait que des gens qui peuvent être infectés par cette bactérie-là, vous et moi, qui est probablement en excellente santé, on sera en contact avec ces bactéries-là et on n'en aura aucun symptôme. Notre système immunitaire sera capable de le contenir et de l'éliminer sans même penser à prendre des antibiotiques. Cependant, comme je vous dis, les gens qui peuvent être du moins infectés par cette bactérie-là et avoir des conséquences graves, c'est des gens qui vont avoir des courts séjours, des gens qui sont immunosupprimés, des gens qui ont déjà une condition précaire de santé. Donc, de sorte que quand on va à l'urgence, généralement, c'est pour régler des problèmes rapides, des problèmes où est-ce que, bon, il y a une urgence à régler et, à mon avis, il n'y a aucune incidence de problématiques de contamination croisée lorsqu'on va à l'urgence. En terminant, M. Hamilton, en tant que microbiologiste, est-ce que vous êtes d'avis, comme certains, que le réchauffement climatique peut faire apparaître des nouvelles bactéries qu'on ne connaissait pas, auxquelles on n'est pas préparé du tout? Effectivement, je vous donne juste un cas de figure. Bon, on parle de bactéries qui peuvent être potentiellement pathogènes, mais il y a une équipe de chercheurs de l'Université Laval que je connais bien qui étudie les changements climatiques dans le pôle Nord. Et la fonte des glaciers amène des bactéries qu'on appelle préhistoriques, des bactéries qui, au dégel, on prend un glaçon et on le fait dégeler, on étudie des nouvelles bactéries qui n'existaient pas, qui n'existent plus, en fait, qui n'existent plus dans la science moderne. Exactement, il faut carrément ce qu'on appelle les décortiquer, de décortiquer leur code génétique pour voir à quelle famille ils pourraient être apparentés. Est-ce que c'est des bactéries qui pourraient être potentiellement pathogènes pour l'homme, considérant que notre génération n'a jamais été en contact avec ces bactéries-là? Pour répondre à votre question, est-ce que ça amène un risque? Oui. C'est évident que ça va réveiller l'eau qui dort depuis des millions d'années et qui pourrait réveiller certains types de bactéries où est-ce que notre corps n'a jamais été exposé, effectivement causer des problématiques qu'on ne connaît pas encore. Mais vous savez, on est à la pointe de l'iceberg, comme je dirais bien, par rapport Quelle image! par rapport à ce qu'on ne connaît pas dans le futur. Effectivement, il y aura des changements. Et c'est ce qui fait que la microbiologie est une si belle science. C'est qu'on est toujours excité par des choses qu'on ne connaît pas et qu'il faut intervenir à trouver des solutions pour les identifier, les contenir et comment s'en débarrasser si c'est des bactéries pathogènes ou chez nous. Ben, je vous remercie beaucoup. En tout cas, vous nous rassurez par rapport à ça. Et il n'en demeure pas moins qu'il faut rester vigilant et il faut donc soutenir la recherche. J'imagine, on peut espérer que nos gouvernements continuent de soutenir la recherche, pas nécessairement appliquée, et même la recherche qu'on appelle pure. Absolument. C'est là que la science prend tout son effort, prend tout sa raison. C'est que les bactéries ne cesseront jamais, ou les virus d'exister. On n'en reviendra jamais à bout. Il faut juste trouver un moyen de se protéger, de les comprendre davantage pour éviter des situations catastrophiques comme vous avez vécu dans le temps de la COVID, par exemple. Exactement. Ben, Monsieur Hamilton, président de l'Association des microbiologistes du Québec, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne année. Pas trop occupée, plein de défis, mais gérable. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Une autre vision de l'actualité.